Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter un second indicateur de concentration, à savoir l'indice de Gini. Mais avant cela, je voudrais revenir à la vidéo précédente pour rectifier une erreur quand on a présenté un exemple qui démontre comme quoi la courbe de Lorentz ne peut pas couper la droite d'équirépartition. En effet, on avait essayé de démontrer par le biais de cet exemple comme quoi on ne pouvait pas avoir de point situé au-dessus de la droite d'équirépartition. Revenons à cet exemple. Voilà, nous avons pris un point qui avait des coordonnées supérieures à la droite d'équirépartition, à savoir le point A, qui avait pour abscisse 20% et pour ordonnée 40%. Et on avait essayé de démontrer par le biais d'un exemple chiffré, comme quoi ce point ne pouvait pas exister au vu des conditions de la courbe de Lorentz. Alors, l'erreur, où est-ce qu'elle se situe? C'est au niveau des chiffres qu'on a retenus, et notamment au niveau du revenu global. Donc, au lieu de 10 millions d'unités monétaires, on devait prendre, et ce pour rester conforme à la grille ici, la classe de revenus qu'on avait pris au départ, pour rester conforme à cette grille de salaire et aux effectifs qu'on a pris, c'est-à-dire une centaine d'individus. Donc, le revenu global, on l'a estimé plutôt au lieu de 10 millions, à 5 millions d'unités monétaires, tout simplement. Voilà. Et bon, les autres, le revenu global qui sera détenu par les 20 individus de la classe la plus modeste ne sera pas 4 millions, mais ce sera uniquement 2 millions. 40% de 5 millions d'unités monétaires, ça fait 2 millions d'unités monétaires. Et puis, chaque individu sur ces 2 millions ne percevra, du moment qu'on a 20 individus, ne percevra que 100 000 unités monétaires. Voilà. Mais de toute façon, la conclusion reste la même. On est arrivé à une conclusion comme quoi l'individu appartenant à la tranche de 25 à 35 000 unités monétaires ne pouvait pas percevoir ce montant. D'accord? Et donc, c'était une contradiction, ce qui montre clairement, au vu de la construction de cette courbe, on ne pouvait pas avoir de point au-dessus de la fameuse droite d'équirépartition. Ceci étant fait, revenons maintenant à l'indice de Gini. Et comme vous le voyez, j'ai retenu une définition que j'ai tirée de Wikipédia concernant l'indice de Gini, développé par le statisticien italien Corrado Gini. Le coefficient de Gini ou indice de Gini, c'est une mesure statistique permettant de rendre compte de la répartition d'une variable, à savoir le salaire, le revenu, le patrimoine, au sein d'une population. Autrement dit, il mesure le niveau d'inégalité de la répartition d'une variable dans la population. Bon, les mots qu'on peut retenir au niveau de cette définition sont les suivants. D'abord, c'est une mesure. Et comme on l'a vu au niveau de la présentation de la courbe de Lorentz, l'inégalité paraissait nous ressortir d'une manière visuelle plutôt. On n'avait pas d'indicateur chiffré pour évaluer et apprécier l'inégalité proprement dite. Gini apporte cet indicateur et c'est également, il le tire à partir de la courbe de Lorentz, comme on va le voir à travers quelques schémas. Donc, c'est une mesure statistique qui permet de rendre compte de la répartition d'une variable. Ici, on cite les salaires, le revenu et le patrimoine parce qu'à la base, au début, c'était ça les indices. Enfin, la courbe de Lorentz et par la suite l'indice de Gini étaient destinés à apprécier l'inégalité du revenu ou bien du patrimoine au sein d'une population. Mais avec le temps, les statisticiens ont développé aussi bien la courbe de Lorentz que l'indice de Gini pour d'autres variables, comme on l'a vu, par exemple, pour tout ce qui concerne les répartitions de l'épargne, la répartition des dépenses de consommation des ménages, la répartition des impôts à travers les ménages, la répartition des superficies agricoles, etc. Mais à la base, ces indicateurs étaient beaucoup plus destinés à étudier l'inégalité au sein d'une population pour la variable telle que le salaire ou le revenu ou le patrimoine. Maintenant, on va voir les étapes de la confection de l'indice de Gini avec l'utilisation ou bien l'apport
de la courbe de Lorentz, le graphe de la courbe de Lorentz. D'abord, ce que l'on peut retenir comme démarrage, comme point de départ, c'est que l'indice de Gini utilise des aires, des surfaces au niveau de ce graphique. Commençons par identifier les différentes aires au niveau de ce graphique qui vont être utilisées pour la confection ou la construction de l'indice de Gini. D'abord, on a la première aire. D'abord, on a la première aire du carré, hein, c'est-à-dire du point A, B, C et D. Hein, ce sont ces points-là. Donc, l'aire du carré A, B, C, D, c'est quoi? Elle est égale à 1, comme on peut le voir. L'aire, la moitié de cette aire, c'est-à-dire entre l'aire du triangle A, C, P, est égale à 1 demi. C'est la moitié de l'aire du carré. D'accord? Maintenant, notons l'aire qui est à l'intérieur entre la droite d'équirépartition et la courbe de Lorentz, c'est-à-dire cette aire-là. R entre courbe de Lorentz et la droite d'équirépartition. On n'a pas encore, on va la calculer. Notons cette R par S1. La quatrième R qu'on va utiliser pour calculer l'indice de Gini, c'est celle-ci, qui se situe sous la courbe de Lorentz, qu'on note S2. C'est en fait la courbe qui se situe sous la courbe de Lorentz, mais encadrée par la droite d'équation x est égal à 1 et y égale 0, ou tout simplement par la droite qui passe par les points AB et la droite qui passe par le point BC. R sous la courbe de Lorentz qu'on note S2. Remarquons déjà que la somme de S2 et de S1 nous donne l'aire du triangle, c'est-à-dire 1 demi. Donc on va avoir besoin de ces aires pour calculer l'indice de Gini. Maintenant qu'on a les aires, on peut passer à présenter l'expression de l'indice de Gini, la définition de l'indice de Gini. Mais avant, je voudrais également préciser au niveau du graphe que, bon, j'ai oublié de le préciser, que la courbe de Lorentz, c'est ce qui est en bleu, hein. Donc c'est celle-ci, hein, courbe de Lorentz. Maintenant, passons à la définition de l'indice de Gini. Donc on pose définition, déjà, indice de Gini. Alors l'indice de Gini est noté I, indice CG, égale, au dénominateur, on a l'aire S1, c'est-à-dire celui qui est situé entre la droite d'équirépartition et la courbe de Lorentz, S1, sur la somme des deux aires, S1 plus S2. Et comme on a vu que S1 plus S2 est égal à 1 demi, donc l'indice de Gini est égal à 2 fois 2S1. D'accord? Voilà. Maintenant, on peut faire deux petites remarques concernant cet indice. Donc, remarque, la première concerne l'unité. C'est un indicateur qui est sans unité. Sans unité. Par exemple, si on a des analyses concernant les salaires, l'indice de Gini ne sera pas exprimé dans une unité monétaire. Et donc, cela va permettre, du fait qu'il est sans unité, cela va permettre de faire des comparaisons. Hein. Donc, du moment qu'il est sans unité, cela va permettre de faire des comparaisons dans le temps, c'est-à-dire, par exemple, pour un pays donné, et à travers l'utilisation de l'indice de Gini, comparer si
les inégalités de niveau de vie, c'est-à-dire de revenus, se sont réduites ou par contre se sont accentuées au cours d'une période. Également, à faire des comparaisons dans l'espace, c'est-à-dire entre pays, par le biais de l'IG, l'indice de Gini, comparer les niveaux d'inégalité, de revenus entre différents pays. Seconde remarque, c'est que l'IG appartient à 0,1, c'est-à-dire qu'il varie entre 0 et 1. Et à travers les schémas suivants, on va essayer de voir les différentes situations de niveau de cet indice. Premier cas, situation 1, c'est-à-dire le cas extrême, égale à 0, c'est-à-dire que la S1 est nulle. Et là, je rappelle que l'IG, c'est S1 sur S1 plus S2 est égal à 2S1. Donc si S1 est nul, on va avoir la situation au niveau du graphique. Voilà. Bon, ça c'est les effectifs. Ça c'est les masses. Disons ça c'est 1. Ça c'est 1. Donc notre carré. La droite d'équirépartition. Alors, si la superficie à l'intérieur entre la courbe et la droite d'équirépartition est nulle, ça veut dire que la courbe de Lorentz se confond avec la droite d'équirépartition. C'est le cas extrême, le premier cas extrême. D'accord? Ça, c'est pour le cas IG est nul. C'est-à-dire la courbe de Lorentz se confond avec la droite d'équirépartition, la rouge. D'équirépartition. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, l'autre cas extrême, situation 2, cas où l'IG égale à 1, c'est-à-dire que notre R est égal à 1,5, puisque je rappelle que l'indice, c'est 2 fois l'air entre la courbe de Lorentz et la droite d'équirépartition. Schématisons également ici ce cas, les masses, les effectifs cumulés, notre 1, notre carré, notre droite d'équirépartition et notre courbe. En fait, notre courbe, elle va se confondre au niveau de l'axe des abscisses entre 0 et 1. C'est en fait la situation extrême où la dernière unité ou le dernier 1% s'accapare la totalité de la masse. Maintenant, on va voir d'autres cas où l'indice est compris entre 0 et 1 et comment il évolue. Donc, j'ai déjà préparé un peu les deux situations, la situation 3, où l'indice est compris strictement entre 0 et 1, c'est-à-dire que l'aire entre la droite d'équirépartition et la courbe de Lorentz est inférieure strictement à 1,5. Au niveau du graphique à gauche, on voit que l'aire comprise entre la droite rouge, la droite d'équirépartition et la courbe de Lorentz est inférieure à 1,5 bien sûr, mais si par exemple on voit que cette courbe tend vers la droite d'équirépartition, ça veut dire que l'indice, ici, on a l'IG qui tend vers 0. C'est-à-dire que la courbe de Lorentz tend vers la droite d'équirépartition. Également, dans le graphique à droite, on peut faire tendre la courbe de Lorentz vers plus d'inégalité, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne plus de
la droite d'équirépartition et que l'IG, dans ce cas, tend vers 1. Et on voit l'intérêt de la droite d'équirépartition. Elle constitue un repère au niveau de ce graphique et pour un peu situer l'ampleur de l'inégalité de la répartition de la variable. Donc, pour résumer, quand l'indice de Gini tend vers 0, autrement dit, la courbe de Lorentz tend vers la droite d'équirépartition, on peut dire qu'on tend vers moins d'inégalité dans la répartition. Même chose, quand l'indice de Gini tend vers 1, c'est-à-dire que la courbe de Lorentz s'éloigne de plus en plus de la droite d'équirépartition, on pourra dire qu'on tend vers plus d'inégalité dans la répartition. Maintenant, passons au calcul de l'indice proprement dit. On voit qu'il fait référence à l'aire entre la courbe de Lorentz et la droite d'équirépartition, que je notais par S1. Donc il faut calculer cette aire. Pour calculer cette aire, on va voir deux possibilités. Soit on connaît la fonction de la courbe de Lorentz, c'est-à-dire l'expression de la fonction de la courbe de Lorentz, sinon on doit passer par un autre procédé qu'on va voir à travers un exemple après. Donc pour calculer l'aire S1, c'est-à-dire l'aire qui est située entre la droite d'équirépartition et la courbe de Lorentz, on a deux possibilités. Soit on connaît, comme je l'ai dit, l'expression mathématique de la fonction qui débouche sur la courbe de Lorentz, soit on va procéder par un autre procédé qu'on va voir après. Donc, l'expression mathématique de la fonction de Lorentz, déjà la fonction objet qui débouche sur la courbe de Lorentz doit remplir un certain nombre de conditions. Donc c'est une fonction qu'on note par f. Donc les conditions sont, c'est une fonction qui est définie dans l'intervalle 0,1 et qui a pour valeur dans l'intervalle 0,1. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est une fonction f est croissante. Et le troisième point surtout, c'est qu'elle est convexe. C'est-à-dire que la dérivée est croissante, ou autrement dit également que f seconde est définie et elle est positive. D'accord? Voilà un peu les conditions que doit remplir une fonction qui débouche sur une courbe de Lorentz. On peut citer pas mal d'exemples. Par exemple, on a les fonctions qui sont définies dans l'intervalle 0,1 aussi. Sont définies sur toute aire, mais bon, elles sont également définies sur, on peut dire qu'elles sont définies sur l'intervalle 0,1, tel que, quel que soit x appartenant à cet intervalle, on lui donne l'image x est égal à x à la puissance n pour n strictement supérieur ou égal à 1. Ce sont des entiers. Hein. N appartient à l'ensemble des naturels, hein, des entiers. Donc, par exemple, si on prend la fonction f de x est égale à x au carré, hein, on voit qu'elle est définie, bien sûr, sur toute aire. Elle a également sa valeur positive, elle est croissante, et sa dérivée est croissante également, donc elle est convexe. Et donc, si on veut calculer l'aire, donc faisons un petit schéma pour voir un peu comment on va calculer cette aire. Donc voilà le schéma. Je dessinais ici la courbe f de x est égal à x au carré, ce qui correspond à la courbe de Lorentz dans l'intervalle 0 à 1. Et également, j'ai la droite d'équirépartition en rouge, qui correspond à la fonction g, hein, la fonction d'équirépartition. Par exemple, on peut mettre g de x, fonction identité, g de x est égal à x. Donc,
L'air S1, notre R qu'on cherche, on va pouvoir le calculer par le biais d'un calcul intégral. Donc, S1 est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de g de x moins f de x dx. D'accord? Et donc, ça va nous donner x au carré sur 2 moins x3 sur 3, 0 et 1. Donc, S1 est égal à 1 demi moins 1 tiers. Ça veut dire, ça nous donne, en fin de compte, S1 est égal à 1 sixième. Et on revient vers l'indice de Gini. On sait que l'indice de Gini, c'est 2 points, 7 R. Donc, l'indice de Gini est égal à ce cas 1 tiers ou bien 0,33. On peut également le donner en pourcentage, ça veut dire l'indice de Gini est égal à peu près à 33%. On voit qu'il est compris entre 0 et 1, bien sûr, et maintenant on a montré qu'on a montré le cas où on connaît l'expression mathématique de la fonction de Lorentz, ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr. On va procéder par une autre méthode qui utilise les superficies des triangles et des trapèzes plutôt. Donc on va essayer de voir ça à travers un exemple. Je vais préparer le tableau avec les données et on se retrouve après. Donc on doit calculer les aires de triangle et de trapèze. Faisons un rappel du calcul de ces aires. Aire d'un triangle, rectangle, fois hauteur, le tout divisé par 2. L'aire d'un trapèze, c'est la grande base plus la petite base multiplié par la hauteur, le tout sur 2. Bon, pour ceux qui ne se rappellent pas de cette formule, on va essayer petite astuce, se rappeler ou se calculer cette surface. Qu'est-ce que c'est d'abord un trapèze? Un trapèze, c'est un quadrilatère avec deux côtés opposés qui sont parallèles. Faisons un petit dessin. Les deux côtés opposés sont parallèles et deux autres quelconques. Voilà. Maintenant, essayons de retrouver. La grande base, c'est où? C'est la première parallèle la plus grande. Ça, c'est grande P et ça, c'est petite base. Donc, comment on peut trouver l'aire de ce trapèze? Supposons qu'on a oublié un peu notre formule. Alors, comment on va essayer? C'est de passer l'astuce, c'est de passer par le biais d'un rectangle. De se dire, bon, essayons de transformer ce trapèze en rectangle. C'est ce que je vais faire. Donc, essayer de prendre des couleurs différentes comme ça, on saura où est le trapèze, où est le rectangle. Voilà, on va essayer de rendre ce trapèze. Voilà, notre rectangle. Ce que l'on a, c'est la grande base, la longueur de la grande base et la longueur de la petite base notée petit p, bon, minuscule. Maintenant que c'est devenu un rectangle, la grande base, c'est la longueur du rectangle. C'est la longueur du rectangle, elle est là. Bon, on a également, j'ai oublié de mentionner la hauteur du trapèze. On a cette donnée. Ça, c'est la hauteur. Donc, on a la longueur du rectangle.
On a la largeur, c'est la hauteur. Donc, la surface de ce rectangle, c'est P, surface. D'accord? Maintenant, on a ajouté des côtés. On a ajouté ce côté ici et ce côté ici. Bon, supposons ici qu'on a ajouté, on connaît pas, bien sûr qu'on ne connaît pas ces petits x. C'est cette distance, cette longueur. Et également, on a ajouté de l'autre côté cette longueur. Donc, ça, c'est y. Donc, en fait, mais tout ça, et b plus x plus y, ça donne quoi? Ça donne la longueur du rectangle, c'est grand B. Donc, x plus y est égal à grande base moins petite base. D'accord? N'oublions pas la surface du rectangle, c'est R. D'accord? Donc, la surface du trapèze, c'est quoi? C'est en fait, on va éliminer on va éliminer de la surface du triangle ces demi-triangles. Il faut les réduire. Il faut réduire le rectangle de ces triangles, de ces deux triangles pour avoir la surface du trapèze. Et on aura ainsi atteint notre objectif, c'est-à-dire on aura calculé notre surface du trapèze à l'intérieur. Donc déjà, la surface du rectangle, c'est B, grande base, fois H est égal, ça c'est la surface du triangle. On a cette information comme quoi x plus y est égal à b, grande base moins petite base. Donc la surface du trapèze, c'est quoi? Notons surface du trapèze par t. C'est quoi? Donc t, c'est quoi? C'est la surface du rectangle moins la moitié, la moitié de ce rectangle qui est égal à. Ce rectangle, il a comme largeur x et comme hauteur et comme longueur h. La surface de ce rectangle de deux triangles. Le premier triangle, c'est celui-là. Il est ici. Le deuxième, c'est là. Donc on doit réduire la surface du rectangle de deux triangles. Le premier, c'est x il a comme largeur. X, c'est ici. Il a x comme largeur. Et comme longueur, bien sûr, il a h, que je dois diviser par 2, parce que je dois enlever uniquement la moitié de ce rectangle. Donc, je laisse un triangle et j'enlève un autre. Également, de l'autre côté, ici, c'est-à-dire y, il a la même longueur, c'est h, que je divise par 2. Or, le trapèze, donc, on a ça, on a le rectangle. Le rectangle, c'est grande base fois h, moins x sur h sur 2, moins yh sur 2, ça donne comme formule, si on met h en facteur et 1 sur 2, donc on fait h sur 2, donc ça nous donne ici 2b, puisqu'on va remettre au même dénominateur 2 grandes bases, moins x, moins y. D'accord? Or, on a vu que moins x plus y, x plus y est égal à grande base moins petite base. Donc, la surface de b moins b plus petit b, petite base. Et donc, on a grande base est égale à h. Et on retrouve notre formule facilement. Plus petite base, le tout sur 2. Ça, c'est la formule du trapèze, la superficie la surface d'un trapèze, comme on la calcule, grande base plus petite base multipliée par la hauteur divisé par 2.
Voilà, maintenant on peut retourner à notre formule. Donc, on revient à notre formule. Où sont les trapèzes? Où est la grande base ici? Prenons le dernier trapèze, c'est celui-là. Compris entre 0,8 et 1, ce trapèze-là. La grande base, où est-ce qu'elle est? La grande base, c'est d'ailleurs ce qu'on prend comme triangle, c'est ça. Où sont les droites parallèles ici? C'est là, c'est ce qui est en vert, la grande base et la petite base. D'accord? Donc, comment on calcule ici la grande base pour ce trapèze-là? Pouvoir généraliser aux autres. La grande base, c'est quoi? On a pris cette longueur. Cette longueur est égale à quoi? Est égale à 1 moins 0. D'accord? Et la petite base, c'est 1, 0, 4 moins 0. Ça donne 1. Ça donne 0,4. Donc maintenant, il nous reste à calculer la hauteur. La hauteur, elle est là. D'ailleurs, elle est identique pour tout. Pour cet exemple, la hauteur, c'est uniquement 1 moins 0,8 est égal à 2. C'est l'amplitude de chaque classe. Hein, c'est la hauteur. Donc on a la grande base, on sait comment la calculer, la petite base et la hauteur. Maintenant, on va retourner vers le tableau et calculer chacune de la petite base et la grande base de chaque classe. Voilà, maintenant, comme vous allez le voir, j'ai déjà rempli le tableau avec les longueurs de chaque côté des trapèzes. Donc, je rappelle que, bon, au niveau de la hauteur ici, cette colonne, elle correspond aux amplitudes. D'ailleurs, ici, on a la même amplitude 0,2, 0,2, 0,2. Donc, c'est-à-dire le cumul de la classe, l'effectif cumulé de la classe, moins l'effectif de la classe précédente cumulée. Par exemple, pour la première classe, comme on a au niveau de la première classe 0,2, celle qui vient avant est nulle, donc FI-1, c'est 0,2. 0,4, la deuxième classe, c'est 0,4 moins 0,2. La classe qui vient avant. 0,2, donc ça donne 0,2 comme amplitude, et c'est la hauteur que l'on cherche, hein, du triangle ou du trapèze. D'accord? La même chose pour la quatrième classe et la cinquième classe. D'ailleurs, la hauteur est la même, parce que ici on a pris les mêmes amplitudes entre différentes classes, les mêmes effectifs, enfin, les mêmes effectifs pour chaque classe, bien sûr. Maintenant, pour la grande base plus la petite base, c'est en fait, comme je l'ai expliqué ici, c'est le cumul des masses de la classe plus le cumul de la classe précédente. Par exemple, pour la première classe, c'est 0,05 plus la classe qui vient avant, c'est nul, donc c'est 0,05. D'accord? Pour la deuxième classe, c'est 0,10 plus 0,05, ça donne 0,15. Pour la troisième classe, c'est 0,20 plus 0,10, cela donne 0,30. Pour la quatrième classe, c'est 0,40 plus 0,20, ça donne 0,60. Et enfin, la dernière classe, 1 plus 0,4, c'est 1,40. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ici. Pour la dernière classe, c'est celle-ci. Donc, la grande base, c'est 1, plus la petite base, c'est 0,4. On trouve bien la somme est égale à 1,04. 1,4, pardon. D'accord? Et on fait le produit de la
de la hauteur fois et on fait le produit de la hauteur avec la somme des deux bases, la petite et la grande, dans cette colonne. Donc FI moins FI moins 1 produit avec GI plus GI plus 1. Attention, ici c'est GI, faut faire attention. C'est la petite base plus la grande base. Et donc, on fait le produit de ces deux colonnes et on trouve les produits suivants et on fait la sommation, c'est 0,50. Et ce 0,50 va nous servir pour calculer le S2. Comme vous le savez, le trapèze, c'est grande base plus petite base multipliée par la hauteur, mais divisé par 2. Là, on n'a pas encore divisé par 2. Donc, on va essayer d'enlever tout ça déjà, pour me donner un peu d'espace. Voilà. Alors, on revient. Donc, la S2, maintenant, c'est 1 demi fois la somme de cette colonne, c'est-à-dire FI moins FI moins 1, produit de GI plus GI moins 1. C'est ce qu'on a fait ici. Donc maintenant, on a ce calcul, on a ce total pour I variant de 1 jusqu'à, alors on a 1, 2, 3, 4 et 5. 5 classes. D'accord? Et donc on a obtenu S2 1 demi fois 0,50. Cela donne l'air qui se trouve au-dessous de la courbe de Lorentz, S2, est égal à 0,25. Donc S2 est égal à 0,25. Je voudrais corriger une petite erreur qui s'est glissée au niveau bien sûr, c'est 0,2 et non 2. Voilà. Maintenant qu'on a l'air S2, on peut en déduire l'indice de Gini. On a vu la formule suivante, comme quoi l'indice de Gini, exprimé en fonction de l'air S2, est égal à 1 moins 2 S2. Donc, l'indice de Gini est égal à 1 moins 2 fois 0,25. On obtient, fin de compte, un indice de Gini est égal à 0,50. Voilà, qui termine un peu notre présentation de notre deuxième coefficient de concentration. Maintenant, la prochaine vidéo, on va la consacrer à un exercice sur Excel dans lequel on va essayer de calculer, à l'aide d'un exemple, la médiane, également les coefficients de concentration et aussi par calculer l'indice de Gini. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!